fait important parce que justement la monoculture a un enjeu important au niveau européen et je voulais justement témoigner que mon exploitation est en monoculture depuis plus de 50 ans et depuis plus de 50 ans, le taux de matière organique de mes sols n'a fait qu'augmenter, les rendements sont, comme la majorité des gens ici, sont importants cette année. Vous venez de Dordogne, magnifique région. Est-ce qu'on peut dire, vous n'êtes pas vraiment du sérail, j'allais dire, vous n'êtes pas vraiment dans le monde agricole? Non, effectivement, et ça a été une reconversion tardive, ça fait 15 ans que je suis installé. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi le maïs? Je vais vous faire un aveu, par amour. Pas par amour du maïs, ça a été dans un deuxième temps, mais par amour de la fille de maïsiculteur. Voilà comment, écoutez, ça peut aussi commencer comme ça. Parce qu'en fait, ça me paraît être une bonne explication, une bonne raison. En fait, on l'a vu à travers tous ces reportages, le maïs, il y a de l'amour, il y a de la passion. Et en fait, c'est un peu notre problème parce que comme dans toute passion, on aime énormément ou on déteste. Et nous, on a un problème avec ceux qui détestent. Alors, vous êtes tombé amoureux du maïs dans un deuxième temps, on l'a bien compris, mais aussi de sa force d'innovation. C'est ça que j'aimerais que vous nous expliquiez. Tout à fait, parce que alors en fait, après, j'ai découvert le maïs et je suis tombé également amoureux du maïs. Et ce qui m'a particulièrement attiré, c'est que c'est une plante où il y avait un potentiel d'innovation important, que c'était une agriculture mécanisée, c'était une agriculture performante, très pointue. Et en fait, c'est tous ces aspects-là techniques qui m'ont particulièrement intéressé. Et par la suite, j'ai pris tout de suite l'option d'aller dans l'innovation, à travers tout ce qu'on a vu tout à l'heure, les GPS, la gestion de l'irrigation. Je fais un petit aparté, j'ai la particularité d'irriguer, de retenir, d'être sur des réserves collinaires. C'est-à-dire, je retiens l'eau en hiver et je m'en sers l'été. J'ai un potentiel d'eau à gérer pour l'ensemble de mes cultures, et donc il faut que je les gère au plus propre et le mieux possible. Donc, j'ai été vers tous les outils techniques et modernes. Puis ce qu'il faut comprendre par rapport à l'innovation, c'est qu'on a besoin de répondre à d'énormes enjeux, des enjeux qui nous sont imposés comme le traitement de l'eau, les problèmes qu'on a justement par rapport à reproduire le schéma que j'ai chez moi, c'est-à-dire de stocker l'eau, les traitements de semences, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis nos enjeux principaux qui sont de produire plus, de produire une meilleure qualité et tout en respectant l'environnement. Et je voulais profiter d'avoir la recherche ici parce qu'en 15 ans, ça fait 15 ans que je suis installé et j'étais très fier d'aller dans une culture où on était le leader mondial des rendements. On avait plus une tonne, je crois, à l'hectare que les Américains. Aujourd'hui, la balance a complètement inversé, nous sommes loin derrière. Et j'aurais bien aimé savoir pourquoi on en est arrivé là et comment on peut inverser cette tendance. Alors, tiens, est-ce que vous voulez répondre, tiens? Personne ne veut y aller? C'est pas moi qui vais répondre, hein. Jeter à l'eau. D'abord, peut-être rappeler que le marché des semences au niveau mondial, c'est plus de près de 40 milliards de dollars et que le maïs à lui tout seul représente plus de 17 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'effectivement, le maïs, c'est la plante majeure en termes de pour les semenciers. C'est un point important. Alors pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de surface. D'abord, il y a près de 180 millions d'hectares de cultivés dans le monde. Il y a ensuite le fait que c'est des hybrides, hein, donc bien sûr ça donne de la valeur au produit. Et puis il y a un tiers des surfaces qui sont OGM. Donc c'est aussi une des explications de la valeur du marché. Alors, vous posez une question, je crois qu'elle est, à mon sens, il y a une double réponse. Il y a d'abord, bien sûr, la puissance des outils qui permettent de bien faire le métier de sélectionneur. Et il faut reconnaître que du côté américain, on a adopté un certain nombre de techniques avant l'Europe. Et en particulier, bien sûr, il y a le débat des OGM. Il n'y a pas que le débat des OGM, je crois qu'il y a d'autres techniques. Et les Américains, du fait qu'ils investissent plus que les Européens en termes de recherche, ils sont généralement en avance sur les Européens en matière de technologie. Je prendrais par exemple le génotypage à haut débit. Bon, je crois que maintenant en Europe on le pratique aussi. Le génotypage à haut débit, il a démarré aux États-Unis. Donc forcément, ça donne un atout supplémentaire aux Américains par rapport à l'Europe. Et puis, je pense aussi qu'il y a un effort de recherche en termes de sélection intrinsèque qui est supérieur aux États-Unis comparativement à l'Europe. Aujourd'hui, les Américains, ils sont capables de brasser toute la génétique mondiale et d'avoir un réseau qui leur permet d'accéder à des variétés avec des caractéristiques particulières dans un pays donné. Bon, on essaie de le faire aussi maintenant au niveau européen. Il faut forcer de reconnaître que les budgets
des Monsanto, des Pioneer et des DAO sont supérieurs au budget des semenciers français. Alors, monsieur Houillet, quelle est la place du maïs dans les travaux de l'INRA et quelles sont les évolutions, selon vous? Alors d'abord, merci de me donner effectivement l'occasion de répondre aussi pour partie à la question qui a été posée. Je pense qu'en complément de ce qu'a dit Daniel Chiron, un des points qui est essentiel, c'est que la puissance de la recherche privée, notamment en Amérique du Nord sur le maïs, est effectivement considérable et fait que le rapport ou l'apport de la recherche publique en la matière doit être mesuré à cette aune. Et c'est une des situations un peu particulières. On serait sur le blé, on serait dans des situations assez différentes, puisque l'effort de recherche qui est consacré globalement public et privé, notamment privé sur le maïs, est sensiblement supérieur, plusieurs fois supérieur à ce qu'il y a sur le blé. Et donc la place de la recherche publique, on la mesure aussi par rapport à ce qu'est capable de faire la recherche privée et que Daniel Chiron a bien évoqué. Alors la place du maïs dans les recherches à l'INRA, bon, ça a été bien évoqué tout à l'heure par Alain Charcosset sur certains aspects. Clairement, il y a des travaux qui se poursuivent sur les questions qui sont déterminantes pour la création variétale, donc des travaux sur le développement de nouvelles méthodes de phénotypage. J'ai bien aimé l'expression d'Alain Charcosset tout à l'heure, on va passer de la sélection assistée par marqueur à la sélection assistée par phénotypage. Bon, effectivement, on a beaucoup de travaux sur cette question du phénotypage, on a des travaux sur les questions de sélection assistée par marqueur, de développement des méthodes de sélection génomique. Ça se traduit notamment par un grand programme des investissements d'avenir qui a été évoqué rapidement tout à l'heure, qui s'appelle le MAZIG, qui est un des programmes, un des premiers qui a été sélectionné en 2011, et qui est un programme collaboratif qui implique à la fois l'INRA, mais une vingtaine d'entreprises privées, et qui est un très grand programme pour aller vers la sélection génomique pour des maïs qui soient notamment tolérants à la sécheresse. Donc voilà, un ensemble de travaux qui sont dans le fil de ce qu'Alain Charcosset a évoqué tout à l'heure, puis d'autres travaux aussi sur la modélisation, sur des questions d'agriculture de précision qui sont en train d'émerger aussi comme des questions importantes. Ça, c'est l'avenir. J'allais dire, c'est pas demain, c'est après-demain. Les travaux de sélection génomique, on les fait aujourd'hui. Oui, mais la question de la tolérance à la sécheresse, vous allez voir mes collègues revenir le 5 novembre à Paris, vous entendrez dire que François Tardieu, qui est un de nos collègues de Montpellier, qui est un spécialiste de la tolérance à la sécheresse, sera honoré par l'INRA. Et donc, oui, c'est déjà des travaux qui sont en cours. Par contre, le temps pour que ça vous parvienne est un temps qui n'est pas considérable, mais ça prend quelques années, puisqu'en gros, nous développons des méthodes très à l'amont, nous les développons en partenariat avec le secteur privé, avec la recherche privée. Nous ne les développons pas seuls, on les développe aussi avec Arvalis, qu'on a vu tout à l'heure, ou avec d'autres établissements publics. Et puis, il faut quelques années avant que les travaux que nous avons commencés parviennent jusqu'aux producteurs. Alors, Eric, je reviens vers vous. On a compris d'abord, votre passion évidemment pour votre métier, votre passion pour l'innovation. Maintenant, mettez-vous à la place de tous les autres, de tous ceux qui ne sont pas justement dans cette filière. La société, quel est son intérêt à elle, justement? Son intérêt, il y en a énormément. Et le problème, en fait, le constat, c'est que par rapport au maïs et à l'irrigation, le public, le grand public peut stigmatiser cette production. Mais par contre, ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est qu'il l'a au quotidien. On l'a vu dans tous les exemples, que ce soit le dentifrice, les produits pharmaceutiques, les produits cosmétiques, les intérieurs de voitures, etc. À toutes les échelles de la société, on retrouve le maïs, et ça, il lui sert. Et je pense, dans un débat sur l'innovation, il ne faut pas éluder l'aspect des OGM, justement, et les relations par rapport au grand public. Je vais vous donner un exemple, vous qui êtes journaliste, pour mieux comprendre notre problématique, ma problématique. C'est un petit peu comme si vous, journaliste, vous travaillez avec la vieille Japi des années 60, vous voyez, la machine à écrire, et que pour communiquer, vous aviez le Minitel 3615, alors qu'aux États-Unis, ils sont sur Internet, les réseaux sociaux, les tablettes dernier cri, et tout ça. Et parce qu'il y a une minorité qui arrivait à expliquer à tout le monde que dans les ondes d'Internet, elles étaient néfastes, et donc vous ne pourriez pas avoir accès à tout ça. Donc, pour moi, si vous voulez, les OGM, je me pose la question en tant qu'agriculteur, est-ce que je les utiliserai? Alors, pas de façon systématique. Au début, quand je me suis installé, j'étais assez partagé. Depuis quelques années,
je traite systématiquement contre la pyrale et la sésamie. Et je dois avouer que je préférerais avoir accès à la génétique, à cette génétique qui résiste à la pyrale et la sésamie, plutôt que d'utiliser un insecticide. Et le problème par rapport au grand public, on s'aperçoit que 80% de la population, sans savoir de quoi il parle, se prononce contre les OGM. On comprend, M. Le Foll, qu'il ait du mal à pouvoir prendre des positions pour les OGM, sachant que son électorat, 80% s'y oppose. Alors le problème, c'est que nous, agriculteurs, on n'a peut-être pas su communiquer. On a du mal à communiquer. Mais on se soigne. La preuve, aujourd'hui, ça fait partie de bons outils de communication pour nous permettre à modifier le comportement du grand public. Mais par contre, on a besoin, et je vais encore interpeller ces messieurs de la recherche, on a besoin qu'eux aussi améliorent leur communication, parce qu'elle servira à tout le monde, et ce n'est, à mon avis, que par le biais de la communication, en éduquant le grand public, qu'on pourra arriver à améliorer, et j'aimerais avoir leur avis par rapport à ça. Monsieur Chéron. Je peux bien sûr qu'être d'accord avec ce que vous venez de dire. Peut-être avant de parler de communication, il faut d'abord ne pas baisser les bras. Parce que le risque quand même des Européens aujourd'hui, c'est de baisser les bras. Je parle en termes de travaux de recherche. Bon, si je prends l'entreprise que je représente, on a décidé, après avoir eu beaucoup de difficultés liées à la destruction de nos essais au champ, vous le savez, on a pris l'option de faire tous nos essais aux États-Unis. Donc aujourd'hui, on a des laboratoires en France et des essais aux États-Unis. C'est pas l'idéal, mais au moins on ne baisse pas les bras. Je crois que c'est important de ne pas baisser les bras. Et je pense qu'au travers de partenariats, de se serrer les coudes quelque sorte entre nous, je pense qu'on peut tenir bon. Il faut tenir bon. Alors après, la question de la communication, j'avoue que je suis toujours un peu dubitatif sur l'aspect communication, parce que à chaque fois qu'on veut communiquer, en général, c'est un retour de bâton qui nous est donné, et donc c'est un art un peu difficile. Moi, je pense que c'est d'abord un problème politique, c'est-à-dire qu'il faut que nos politiques, ils aient le courage, à un moment donné, de prendre des positions nettes sur le sujet, et tant qu'on n'aura pas de politique qui aura ce courage-là, je pense qu'on sera dans une impasse. C'est difficile pour les politiques et on le comprend. Donc peut-être à nous de changer notre axe de communication. On a élu pour ça. J'aimerais avoir l'opinion de M. Houillet sur tout ce qui peut être dit. Alors, moi, d'abord, la première réaction, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des questions de communication, mais avant la communication, il y a quelques messages qu'il faut qu'on soit capable de porter ou d'élaborer entre nous. D'abord, vous savez sans doute, il y a des projets qui... Vous avez évoqué le NES de Lyon tout à l'heure. C'était dans le film que j'ai entendu parler de l'École nationale supérieure de Lyon. L'École nationale supérieure de Lyon a été envahie au mois de juin dernier pour un des projets d'investissement d'avenir que l'INRA coordonne. Donc ce dont vous parlez est quelque chose auquel nous faisons face régulièrement. Donc le problème que vous exprimez en tant que producteur, c'est un problème que nous connaissons nous en tant que recherche publique. Il y a eu Lyon, et il y a eu Avignon, il y a 3 semaines encore, des gens sont venus envahir ou menacer d'envahir nos unités. Donc la question, on la comprend. Le message qu'il faut d'abord élaborer, c'est comprendre pourquoi il est important d'être compétent. Parce que pour nous, ce qui est essentiel, c'est d'être compétent. Sur ces questions-là, sur ces technologies, je dirais même avant la question de la production, avant de répondre même à votre interrogation, faut-il en déployer ou pas, le premier sujet, c'est ces technologies sont en train de connaître une nouvelle révolution. De fait, vous connaissez la transgénèse classique, on va avoir de nouvelles manières d'éditer les génomes. Ces méthodes